Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel UFOdio. L'UFOdio, c'est de l'info UFO au format audio. Le 6 août, la IAA a organisé une session sur les problèmes de sécurité liés aux UAP. Mais qu'est-ce que la IAA ? Eh bien, c'est l'American Institute of Aeronautics and Astronautics. C'est un peu l'équivalent de notre 3AF au format king size américain bien entendu, avec plus de 30 000 membres individuels de 91 pays et 95 membres corporatifs. La IAA est la plus grande société technique au monde dédiée à la profession aérospatiale mondiale. Créée en 1963 par la fusion des deux plus grandes sociétés aérospatiales de l'époque, l'American Rocket Society, fondée en 1930 sous le nom d'American Interplanetary Society, et l'Institut des sciences aérospatiales, créé en 1933 sous le nom d'Institut des sciences aéronautiques. La IAA perpétue une fière tradition de plus de 80 ans de leadership aérospatial. Il ne s'agit donc pas ici d'une réunion de 15 personnes dans une obscure arrière-salle d'un boui-boui au trou du cul du monde pour écouter un fatigué divaguer sur les 57 races extraterrestres qui nous rendent visite. Bien sûr, toute ressemblance avec des soirées que vous auriez pu vivre est totalement involontaire. Le fait que cet organisme organise ce type de discussion montre bien que le sujet redevient progressivement intéressant pour les mainstream et pour la science. Nous avons traduit l'intervention de Ryan Graves, ancien pilote de la Navy, dont vous avez pu entendre le témoignage dans 60 Minutes par exemple. The Debrief par la plume de Christopher Plain a synthétisé l'essentiel des conférences. On vous le propose ici à l'écoute. Le 6 août, l'Institut américain d'aéronautique et d'astronautique, AIAA, a organisé une session sur la sécurité liée aux UAP dans le cadre de sa conférence annuelle. Le panel de 6 membres comprenait 3 scientifiques, dont un de la NASA, un directeur de projet de l'Agence spatiale européenne, ESA, le directeur scientifique du National Aviation Reporting Center of Anomalous Phenomena, NARCAP, et un ancien pilote de l'US Navy. Tous les panélistes ont présenté une gamme de sujets liés aux phénomènes aériens non identifiés, de l'histoire des scientifiques qui ont étudié les pannes, à la physique possible derrière les engins comme l'incident de plus en plus tristement célèbre de l'USS Nimitz en 2004, et le nombre croissant de quasi-accidents et de rencontres rapprochées étant signalés par les pilotes militaires et civils. De nombreux thèmes récurrents ont émergé tout au long de la session de près de 5 heures. Voici donc les 5 principaux points à retenir de cette conférence par The Debrief. Point 1. Les phénomènes aériens non identifiés sont réels et constituent un problème de sécurité légitime. Peu de points de la session se sont autant démarqués auprès des 6 conférenciers et des 100 ingénieurs membres qui regardaient la session en direct en traitant le sujet avec un ton sérieux et scientifique. L'animateur a donné le ton très tôt avec ses déclarations sur la conduite professionnelle, mais cet avertissement s'est avéré plus ou moins inutile avec presque aucune mention de petits hommes verts ou de visiteurs extraterrestres faisant leur chemin dans la longue session. À un moment donné, un membre particulièrement aguerri, entre guillemets, qui avait un diaporama très distrayant de dirigeables et de formules chimiques, parmi d'autres images aléatoires traversant le mur virtuel derrière lui, a sauté pour s'exclamer avec joie que tout le sujet est en effet un mystère et que la seule chose dont nous sommes sûrs est que ce ne sont pas les petits hommes verts qui ont voyagé ici plus vite que la lumière avec des vaisseaux spatiaux légers. Son commentaire a été accueilli avec un silence complet et plus que quelques froncements de sourcils. Au lieu de ça, une série de discussions sèches et incroyablement banales sur le sujet de la sécurité aérienne a eu lieu sans qu'aucun conférencier ou participant, moins un car il y en a toujours un, n'ait fait tout son possible pour ridiculiser ou minimiser la réalité du problème de sécurité face aux pilotes commerciaux et militaires du monde entier, quelle que soit son origine. Je pense que le plus gros point à retenir ici, a déclaré l'ancien pilote de la Navy Ryan Graves, qui a noté à plusieurs reprises le problème réel des collisions en vol potentiel auxquelles ses anciens collègues pilotes sont encore confrontés chaque jour. Nous allons simplement lire le rapport du DNI et certains UAP semblent être de vrais objets.
Point 2, la stigmatisation autour de ce sujet existe toujours, mais cela commence à changer. À un moment ou à un autre, chaque intervenant a évoqué la stigmatisation empêchant les scientifiques respectés d'étudier ce sujet. Beaucoup ont noté comment plus d'un demi-siècle d'opportunités d'études avaient été perdues à cause de ce seul problème. Il y a eu une discussion ouverte entre les scientifiques sur la nature des phénomènes aériens non identifiés, même s'ils sont mal identifiés, a déclaré Ravi Kaparappu de la NASA, soulignant en particulier l'analyse des pannes menée par le scientifique de l'atmosphère de l'Université d'Arizona, James McDonald, dans les années 1950. Et il n'a pas été stigmatisé. Au moins un participant a écrit dans le chat latéral que la simple existence de cette session était la preuve indéniable d'une stigmatisation qui s'amenuise. De même, de nombreux autres panélistes et participants ont souligné le travail de la NASA et de l'ESA, employant des astrobiologistes et des astronomes qui envisagent d'utiliser les plateformes d'observation spatiale du futur, y compris le télescope spatial James Webb de la NASA, dont le lancement est prévu en novembre de cette année, recherchant des biosignatures et des technosignatures de signes de vie extraterrestre. Bien que ce type de discussion ait eu lieu principalement pendant les parties informelles de questions-réponses de la session, des commentaires aussi francs et ouverts sur l'évolution des attitudes des scientifiques traditionnels envers la possibilité d'une vie extraterrestre semblait au moins suggérer que la majeure partie des personnes présentes étaient généralement ouvertes à toutes les origines possibles des phénomènes aériens non identifiés, tout en restant soucieuses de la question fondamentale de la sécurité humaine dans notre ciel. Point 3, sans plus de données et de meilleure qualité, il ne peut y avoir de progrès. Depuis la publication du rapport de l'UAPTF, l'appel à de meilleures données n'a jamais été aussi vital. Ou, comme l'a déclaré un jour le super détective de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, données, 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 je ne peux pas faire de briques sans argile. Ce point et ce sentiment ont été soulignés à plusieurs reprises tout au long de la session sur la sécurité UAP de l'AIAA, chaque scientifique et présentateur suppliant pratiquement pour plus de données à analyser. Cependant, l'ufologie légitime et honnête a toujours été éclipsée par les escrocs et les crédules, de sorte que la qualité des données est toujours une situation trouble et ténue. De plus, la recherche sur les ovnis a toujours été un peu une guerre de territoire, comme à l'école. Le côté sombre de ce problème particulier a été pleinement exposé lorsque le docteur Kevin Knott de l'Université d'Albany a montré une diapositive d'un ovni potentiel prise en 1985 par Ray Stanford. Stanford est un incontournable de la communauté de recherche sur les ovnis depuis les années 1970. Paléontologue amateur accompli, il a aussi tenté de communiquer avec les extraterrestres et les ovnis, et il a prétendu avoir des capacités psychiques. Dans un email à The Debrief, le chercheur Douglas Johnson, qui a travaillé avec Stanford sur divers projets liés aux ovnis il y a des décennies, a souligné que les images vidéo de Stanford n'avaient jamais été vérifiées de manière indépendante. Ce qui manque est un examen des négatifs ou des tirages directs et des appareils photos et objectifs par des personnes techniquement compétentes avec les antécédents et l'équipement approprié qui sont vraiment indépendantes de Stanford et des personnes ayant une expertise dans des domaines tels que les artefacts produits en prenant des photos à travers des fenêtres d'avions biréfringantes, a expliqué Johnson par email. Knott a lui-même noté le problème de provenance de la photo, déclarant aux participants à la session « Je veux être clair sur le fait que cette imagerie ici n'a pas été vérifiée de manière indépendante. Nous avons donc pas pris cela pour être authentifié et donc je veux être clair et honnête à ce sujet. » La présentation contenait beaucoup de valeur, a écrit Johnson dans un email de suivi. Cependant, à mon avis, c'était une grave erreur de jugement de la part du professeur Knott d'inclure les images d'un film Super 8 de Ray Stanford. Les clauses de non-responsabilité, imagerie non vérifiée indépendamment, etc., n'ont pas vraiment atténué cela puisque le professeur Knott a discuté des images de Stanford comme exemple d'effets exotiques. Dans ma présentation pour l'AIAA, malgré le fait que certains membres de la communauté des ovnis trouvent que Stanford est controversé, j'ai décidé d'inclure l'image de Stanford d'un ovni que lui et ses amis et sa famille, 4 adultes et 2 enfants,
ont observé à Emerald Cove Pier, Corpus Christi, Texas, le 5 octobre 1985, a déclaré Knott à The Debrief dans un email lorsqu'on lui a demandé de commenter. J'ai été très clair dans ma présentation que les images n'avaient pas été vérifiées ou authentifiées de manière indépendante. Nous n'avons pas été en mesure de le faire au cours de la dernière année en raison de la pandémie, mais cela sera bientôt rectifié. Knott a exprimé sa déception que la communauté OVNI se concentre sur son inclusion de cette image dans sa présentation et qu'il ait travaillé avec d'autres chercheurs dans le domaine pour confirmer que l'image était originale. Il prévoit d'écrire un article scientifique sur les caractéristiques de l'UAP en utilisant l'image de Stanford dans un proche avenir où le film et les images seront soumis à une étude appropriée et rigoureuse. Mais oui, vous ne pouvez pas parler d'OVNI sans un peu de drame. Pourtant, même avec ce faux pas ufologique particulier et apparemment flagrant, qui a hanté une discussion et une analyse sérieuse du sujet depuis ses origines, l'attention primordiale de Knott et son appel à des données plus nombreuses et de meilleure qualité étaient aussi importants que n'importe quel événement de sa présentation détaillée. Point 4. Les scientifiques sont ceux qui doivent relever ce défi. L'aspect le plus satisfaisant de toute la session était peut-être les parties les plus difficiles à comprendre. C'est parce que le plus souvent, lorsque vous réunissez un groupe de personnes intelligentes et très instruites, et que vous leur demandez d'examiner sérieusement un problème aussi crucial que la sécurité aérienne, ils ont tendance à le faire. Par exemple, certains calculs longs et complexes effectués par la Coalition scientifique des études UAP, SCU, et présentés par l'ingénieur électricien Peter Reilly, ont montré les quantités incroyables d'énergie nécessaires pour propulser un objet comme le prétendu OVNI Tic Tac, ainsi que de nombreux autres facteurs de forme géométrique de 28 000 pieds à seulement 50 pieds d'altitude en moins d'une seconde. Cette analyse a également mis en évidence les effets dévastateurs qu'une accélération et une décélération aussi rapides devraient avoir sur l'environnement environnant lorsque ledit objet perd toute cette énergie pour s'arrêter complètement. La conclusion du SCU, le point 7-8 secondes de tous les projectiles équivalait à 1,05 kilotonnes de TNT ou une arme nucléaire tactique, a déclaré Reilly. Curieusement, a-t-il noté, de tels effets n'ont pas été observés en 2004. Ce point, qui est revenu plus d'une fois au cours des autres présentations, a souvent conduit à des discussions mathématiques approfondies, se terminant généralement par chacun des scientifiques et ingénieurs du panel, ou du chat parallèle, admettant qu'ils étaient incapables de rendre compte des mouvements du tic-tac, encore moins son absence apparente d'effet sur son environnement lors de l'évacuation des quantités massives d'énergie nécessaires pour descendre et s'arrêter à une vitesse aussi incroyable. Encore une fois, pour être juste, aucun des panélistes n'a semblé remettre en cause l'existence de l'objet, ni les récits des pilotes et des opérateurs de radar enregistrés, ce qui peut indiquer un biais. Quoi qu'il en soit, en supposant que les témoignages et les séquences vidéo soient solides, ils ont débattu d'une gamme d'explications possibles fondées sur la science actuelle. En fin de compte, tous semblaient admettre qu'une explication appropriée s'est jusqu'à présent révélée insaisissable. C'est dommage qu'il y a 60 ans, nous savions tout ça et que la communauté scientifique n'ait toujours pas procédé à l'étude de ces choses, a déploré Knott lors d'une discussion sur des cas passés où des scientifiques des années 1950 ont signalé bon nombre des mêmes performances et formes présumées, facteurs caractéristiques des événements UAP actuels. C'est 60 ans de recherche perdue. Point 5. Une voix s'élever au-dessus de tous. Pour la plupart de ceux qui ont eu l'occasion de voir Ryan Graves interviewé, il ne fait apparemment aucun doute que c'est un individu entraîné et équilibré, qu'il soit assis derrière les commandes d'un avion de chasse ou dans une salle virtuelle remplie de scientifiques et d'ingénieurs. En tant que tel, il n'est pas surprenant que le groupe ait choisi Graves pour parler en leur nom après les présentations individuelles, car son témoignage était sans doute le plus captivant. J'hésite à demander aux gens de s'exprimer ou déclarer que cela ne devrait pas être stigmatisé, a noté Graves au cours de cette discussion. Pour moi, c'est une conversation idiote parce que je sais pertinemment que cela se produit toujours. Plus tard, au cours de ce même segment, Graves a poursuivi son quasi-plaidoyer, disant au panel et aux participants en ligne: vous êtes toujours des aviateurs et c'est une considération de sécurité et nos pilotes voient ceci à chaque vol qu'ils effectuent. Et tout cela est très pragmatique, vous savez, c'est une considération de tous les jours en matière de sécurité aérienne. Le ton mesuré de Graves est de nouveau venu au premier plan
lors d'un échange particulièrement houleux entre scientifiques concernant l'incapacité de mettre la main sur des données de signal classifiées. Le fait que nous parlions d'accès aux signaux, a déclaré Graves, encore à une époque où les gens ont des quasi-accidents, est inquiétant.